Dans cette nouvelle discussion, aujourd'hui on va plonger dans une histoire qui a vraiment secoué le monde du foot juste avant la Coupe d'Afrique des Nations. Ah oui, le clash classique. C'est ça, le clash presque cliché entre un grand club européen et une sélection nationale africaine. Sauf que là, les mots utilisés sont d'une violence assez rare et ils mettent un jeune joueur de 20 ans dans une position impossible, quoi. Et pour analyser ça, on a une seule source, mais elle est très parlante. C'est un article du site d'information sénégalais wisport.com qui date du 15 décembre 2025. Et cet article, il rapporte en fait la conférence de presse explosive, on peut le dire, d'une légende du foot. Oui, Cesc Fabregas. Aujourd'hui, il est entraîneur du club italien de Côme. Et ses cibles, elles sont très claires. Son propre joueur, Hassan Diao, et surtout le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw. Foot moderne, on va parler d'argent, de pouvoir, de pression psychologique. Et de ce fameux dilemme pour un joueur. Qui servir? Le club qui verse un salaire à 7 chiffres ou le pays qui offre le rêve d'une vie? Exactement. Absolument. Alors, plantons le décor. On est en plein match de championnat italien, comme contre l'AS Roma. Et juste avant la mi-temps, c'est le drame. Oui, le jeune attaquant de Com, Hassan Diao, s'effondre. Et ça, c'est l'étincelle qui va tout faire exploser. C'est le point de départ. C'est le point de départ. Et le diagnostic, il tombe très vite. Il est relayé par Fabregas lui-même en conférence de presse. Il parle d'une blessure au muscle fléchisseur lors d'une contre-attaque. Bon, une blessure assez banale dans le foot en soi. Oui, en soi, c'est banal, mais ce qui change tout, c'est le timing. L'article insiste beaucoup là-dessus. On est à quelques jours du début de la préparation pour la CAN. Diao, il devait prendre un avion le lendemain pour rejoindre les Lions de la Teranga. C'est le pire scénario possible. C'est le pire scénario imaginable pour tout le monde. Et c'est là que Cesc Fabregas entre en scène. Mais pas comme un simple entraîneur qui annonce une mauvaise nouvelle, non. Plutôt comme quelqu'un qui a visiblement beaucoup de choses sur le cœur. Ah oui, sa conférence de presse d'après-match, elle se transforme en véritable réquisitoire. C'est ça. Il ne se contente pas de dire « bon, le joueur est blessé, c'est dommage ». Non, non. Il révèle qu'il avait anticipé ce problème. Il explique avoir contacté la fédération sénégalaise bien avant le match. Ah oui. Pour leur demander, et je cite l'article, de faire preuve de bon sens. De bon sens, en ne sélectionnant pas Hassan Diao. Attends, un entraîneur de club qui appelle une sélection nationale pour dire surtout ne prenez pas mon joueur, c'est courant ou c'est déjà une démarche assez agressive? Disons que ça se fait en coulisses, dans des discussions informelles, mais le rendre public comme ça, avec autant de force, c'est beaucoup plus rare. Ça montre un niveau de frustration. Extrême. Et pour se justifier, Fabregas sort le dossier médical du joueur. Son argument, c'est que Diao n'a quasiment pas joué ces 8 derniers mois, constamment blessé et incapable de retrouver sa régularité. En gros, son message, c'est « Je vous avais prévenu, ce joueur est en cristal, le faire jouer une compétition aussi intense que la CAN est une folie. » C'est exactement ça. D'accord, donc là il se positionne en protecteur de son joueur, mais là où l'histoire prend une tournure vraiment fascinante, c'est quand Fabregas fait une sorte d'autocritique, qui n'en est pas vraiment une. Il fait un aveu absolument sidérant. C'est le passage le plus incroyable de l'article. C'est fou. Dans un élan de franchise, ou peut-être de cynisme, on ne sait pas trop, il lâche face aux journalistes. Il n'aurait probablement pas dû jouer aujourd'hui non plus. Quoi ? Il admet lui-même avoir pris un risque en le faisant jouer contre la Roma. Oui. Mais c'est d'une franchise presque choquante. Il dit texto qu'il a mis en danger un joueur qu'il savait fragile. Mais pourquoi? Quelle peut être sa justification? Et c'est là qu'on touche au cœur du réacteur économique du foot. La justification, elle est rapportée mot pour mot, et elle est brutale. Il dit « Je l'ai sélectionné parce qu'il part demain et que je ne l'aurai pas pendant 5 semaines, alors puisqu'on paie son salaire, autant le laisser jouer un peu pour nous. » C'est glaçant. C'est glaçant. Il met les pieds dans le plat. Il ne parle plus de sport, là. Il parle de retour sur investissement. Le joueur n'est plus un athlète, c'est un actif. On le paie, il doit nous rapporter. C'est une logique d'entreprise, mais appliquée au sport de haut niveau, sans aucun filtre. Et ça expose parfaitement le nœud du problème. Complètement. C'est pour ça que ces conflits club-sélection sont de plus en plus violents. Il y a 20 ans, un joueur était une star du club. Aujourd'hui, c'est un investissement à plusieurs dizaines de millions d'euros qu'il faut amortir. Et la CAN, de ce point de vue purement comptable, c'est 1 mois et demi où ton actif est utilisé par un concurrent avec un risque de casse élevé et que tu ne maîtrises pas. Donc Fabregas admet sa part de responsabilité, cette logique économique froide. Mais visiblement, il ne s'arrête pas là. On sent bien que sa colère, elle vise quelqu'un d'autre en particulier. Oui, parce qu'après cet aveu, il pivote et il dirige toute sa fureur vers le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw.
Il parle d'une conversation tendue qu'ils auraient eue. Et c'est là qu'il lâche la bombe. C'est ça. L'accusation la plus grave de toute son intervention. Il accuse ni plus ni moins Pape Thiaw d'avoir fait du chantage aux joueurs. Du chantage. Oui. Selon les dires de Fabregas, le sélectionneur aurait dit à Assane Diao que s'il ne venait pas avec nous pour la CAN, il ne participerait pas à la Coupe du Monde. Ah oui, là on change complètement de dimension. Ce n'est plus un désaccord sur la gestion d'un joueur. Non, c'est une accusation de pression psychologique énorme. Mettre la Coupe du Monde dans la balance pour un gamin de 20 ans, c'est jouer avec son rêve ultime. C'est une arme de dissuasion massive, hein. Pour un jeune joueur, la perspective de se faire blacklister pour la compétition la plus prestigieuse au monde, c'est terrifiant. Bien sûr. Ça peut le pousser à ignorer les signaux de son propre corps, à jouer avec la peur, à prendre des risques inconsidérés pour ne pas décevoir son sélectionneur. D'accord. Mais jouons l'avocat du diable une seconde. Est-ce qu'on peut vraiment parler de chantage ? Un sélectionneur qui expose à un joueur les conséquences de ses choix sur sa future carrière en sélection, ce n'est pas aussi la dure réalité du sport de haut niveau ? C'est une façon de tester son engagement, non ? C'est toute l'ambiguïté de la situation, et c'est une bonne question. On peut le voir comme ça. Un sélectionneur pourrait dire « Écoute, je construis un groupe pour la Coupe du Monde et la CAN est une étape cruciale. Si tu n'es pas là, d'autres le seront et prendront ta place. C'est la loi de la compétition. » Formulé comme ça, c'est dur, mais c'est du management sportif. Voilà. Le problème, c'est la version qui est rapportée par Fabregas qui, elle, sonne comme un ultimatum. Si tu ne viens pas, tu es puni. Et la nuance, elle est énorme. Et Fabregas, lui, il n'a aucun doute. Ah non, aucun. Il qualifie la méthode de « pas juste »,« regrettable » et « ni juste ni correcte ». On a donc la version de Fabregas, qui est à la fois juge et partie dans cette histoire, finalement. Si on essaie de prendre un peu d'auteur, quels sont vraiment les intérêts et les pressions qui pèsent sur chaque acteur ? On a une situation à 3, en fait. C'est ça, c'est un triangle infernal. Prenons-les un par un. Premièrement, le club. Com, incarné par Fabregas. D'accord. Son intérêt, il est financier et sportif, mais à court terme. Il a payé cher pour Assane Diao, il a des objectifs en Serie A, il a besoin de ses meilleurs joueurs. Chaque trêve internationale, pour un club, c'est une angoisse. Le joueur part, s'entraîne différemment, joue des matchs intenses et peut revenir blessé. On se souvient des histoires avec Arjen Robben entre le Bayern et les Pays-Bas. Exactement. Il revenait systématiquement cassé. Pour le club, la sélection est souvent perçue comme un parasite qui met en danger son capital. Et c'est une tendance qui doit s'aggraver avec les calendriers qui deviennent de plus en plus déments. Absolument. Entre les championnats, les coupes nationales, les coupes d'Europe et maintenant les coupes du monde des clubs élargis, les joueurs n'ont plus de repos. Du coup, la volonté des clubs de les garder à la maison est de plus en plus forte. D'accord, ça c'est pour le club. Deuxième acteur, la sélection. Quelle est la perspective de Pape Thiaw si on met de côté l'accusation de Fabregas ? Il faut comprendre sa position. Le Sénégal, ce n'est pas n'importe quelle équipe. C'est le tenant du titre de la CAN. Il a la pression de tout un peuple, de 17 millions de Sénégalais, pour qui les Lions sont une fierté nationale. L'enjeu est immense. Immense. Pour lui, se passer d'un talent comme Diao, même diminué, ça peut être vu comme un manquement à sa mission, une trahison. Il doit composer avec les égos, les pressions des clubs, mais sa seule ligne directrice, c'est l'intérêt de la nation. Il pourrait se dire, ce n'est pas à Fabregas de décider qui est apte ou non pour le Sénégal. Exactement. On a notre propre staff médical, on va l'évaluer nous-mêmes, et son devoir, en tant que joueur, c'est de répondre présent à l'appel du drapeau. C'est l'éternel conflit entre la logique du salarié et celle du citoyen, en quelque sorte. C'est tout à fait ça. Et pour un sélectionneur national, surtout en Afrique où la ferveur est colossale, la notion de patriotisme, de sacrifice pour le maillot, elle est centrale. Il est le gardien de ce temple. Donc de son point de vue, la démarche de Fabregas peut être perçue comme une ingérence intolérable. Et il nous reste le troisième acteur, celui qui est au milieu du cyclone. Le joueur Assane Diao, 20 ans. Et c'est lui le grand perdant, quelle que soit l'issue. Il est pris en étau. D'un côté, son employeur Com, qui lui rappelle plus ou moins subtilement « On te donne un salaire énorme, ta loyauté première, elle est pour nous ». Et de l'autre ? De l'autre, son pays, sa famille, ses racines, qui lui disent « Jouer pour le Sénégal, c'est le plus grand des honneurs, tu ne peux pas refuser ». Et il faut ajouter à ça la pression de l'agent, qui pense à la valeur marchande de son joueur. Une bonne canne peut la faire exploser. Mais une grave blessure peut la ruiner. Voilà. C'est un dilemme impossible. S'il refuse la sélection, il passe pour un traître ou un joueur qui n'a pas de caractère. S'il y va et se blesse, son club lui en voudra et sa carrière peut en pâtir. Comment un jeune de 20 ans peut-il naviguer là-dedans ? C'est extrêmement difficile. Oui.
Il doit gérer son corps, ses ambitions et les attentes de deux entités aux intérêts totalement opposés. D'ailleurs, Fabregas conclut sa tirade par cette phrase. Si un joueur de 20 ans, avec une carrière prometteuse devant lui, joue avec la peur au ventre, il fait une erreur. C'est un sacré paradoxe quand même, hein. C'est le paradoxe ultime. Car Fabregas lui-même, en l'alignant pour rentabiliser son salaire, et Pape Thiaw en lui mettant potentiellement la pression de la Coupe du Monde, sont les deux architectes de cette peur. Et il faut bien le rappeler, tout ce qu'on vient de décortiquer, c'est basé sur la version de Cesc Fabregas telle que rapportée par l'article de Wisport. On n'a pas l'autre son de cloche. C'est le point crucial, et c'est une limite importante de notre source. L'article est un compte-rendu de la conférence de presse de l'entraîneur de Côme. C'est sa vérité, son récit, amplifié par la colère du moment. Est-ce que Pape Thiaw a vraiment prononcé ces mots exacts ? Ou est-ce une interprétation, une déformation de Fabregas pour renforcer sa position ? Exactement. La conversation était-elle vraiment un ultimatum ou une discussion franche sur les enjeux ? Sans la version du sélectionneur sénégalais, on reste dans le domaine de l'accusation unilatérale. Pour résumer, on a donc une blessure qui sert de détonateur à un conflit qui couvait. On a un entraîneur de classe mondiale qui expose publiquement et sans phare la logique économique qui gouverne son club. Et une accusation gravissime de chantage qui jette une ombre sur la préparation d'une grande nation du foot. C'est ça. Et il ne faut pas se tromper. Ce cas Diao, ce n'est pas une anecdote, c'est un cas d'école. C'est le symptôme d'un mal plus profond qui ronge le football. Un système où le calendrier est infernal, où les joueurs sont vus comme des actifs financiers et où les fédérations et les clubs se livrent une guerre de pouvoir sans merci. C'est une histoire qui se répète, en fait. Elle se répète tous les 2 ans, avant chaque grande compétition, et elle interroge sur le bien-être réel des athlètes, qui sont souvent les pions silencieux d'un jeu qui les dépasse. C'est une conclusion assez sombre. Pour finir, j'aimerais qu'on revienne sur cette phrase de Fabregas, « Un jeune joueur qui joue avec la peur au ventre, il fait une erreur ». Ça nous laisse avec une dernière interrogation, non ? Oui, et c'est peut-être la plus importante. Dans cet écosystème du foot business, où les enjeux sont devenus si colossaux, qui a la responsabilité finale d'empêcher un jeune athlète de commettre cette erreur ? Est-ce que c'est le joueur lui-même ? Est-ce le joueur qui devrait apprendre à dire non au risque de tout perdre ? Est-ce le club qui le paie, mais qui, comme l'avouait Fabregas, peut le sacrifier par intérêt économique ? Ou est-ce la fédération qui brandit le rêve de la gloire internationale, parfois au mépris de la santé du joueur ? La question reste ouverte. La question reste ouverte, mais ce qui est certain, c'est que le système actuel, il ne semble protéger personne, et surtout pas le principal intéressé.